Le 4 octobre 1957, un petit objet métallique entre en orbite autour de la Terre. Il s'appelle Sputnik 1. Il ne transporte pas d'astronautes, pas de caméras spectaculaires, pas de laboratoire complexe. Et pourtant, son signal radio suffit à bouleverser le monde. Ce bip venu du ciel signifie que l'humanité vient d'ouvrir un nouveau domaine d'action. Il signifie aussi que l'Union soviétique vient de frapper un grand coup dans la rivalité qui l'oppose aux États-Unis. La conquête spatiale commence donc comme une aventure scientifique, mais elle devient immédiatement une affaire politique, militaire et symbolique. Aller dans l'espace, ce n'est pas seulement aller plus haut, c'est montrer que l'on dispose des savants, des ingénieurs, des industries, des financements et des technologies capables de dépasser l'atmosphère. C'est prouver que l'on maîtrise des lanceurs, donc potentiellement des missiles, c'est affirmer un modèle, impressionner ses alliés, inquiéter ses adversaires et fasciner les opinions publiques. Bienvenue dans cet épisode consacré à la conquête spatiale, de la guerre froide au New Space. La question qui va nous guider est la suivante. Comment l'espace est-il devenu un terrain d'affirmation de puissance, puis un espace de plus en plus complexe où se mêlent rivalité, coopération et acteurs privés? Pour comprendre, il faut partir de la guerre froide. Après 1945, le monde se structure autour de deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Elles ne s'affrontent pas directement dans une guerre ouverte, car l'arme nucléaire rendrait cet affrontement extrêmement dangereux. Mais elles se confrontent dans tous les domaines, idéologie, diplomatie, économie, armement, culture, sport, science. L'espace devient l'un de ces terrains de compétition. Sputnik en 1957 est donc bien plus qu'un satellite. Pour l'URSS, c'est une démonstration de puissance. Le pays montre qu'il peut placer un objet en orbite. Il montre qu'il maîtrise des technologies avancées. Il suggère aussi qu'il possède des capacités balistiques capables de menacer le territoire américain. Aux États-Unis, le choc est immense. Ce n'est pas seulement une surprise scientifique. C'est une inquiétude stratégique et politique. À partir de là, la course à l'espace s'accélère. En 1961, Yuri Gagarin devient le premier être humain à voyager dans l'espace à bord de Vostok 1. Une fois encore, l'URSS prend l'avantage symbolique. Le vol ne dure qu'un peu moins de 2 heures, mais il marque l'imaginaire mondial. La Terre n'est plus seulement observée depuis le sol, elle est vue depuis l'espace par un être humain. La réponse américaine prend une forme spectaculaire. En 1961, le président John F. Kennedy fixe l'objectif d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf avant la fin de la décennie. Ce projet n'est pas seulement scientifique, il est politique. Il doit montrer la capacité des États-Unis à mobiliser leurs ressources, à maîtriser la technologie et à reprendre l'initiative dans la guerre froide. Le 20 juillet 1969, Apollo 11 atteint cet objectif. Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la Lune, tandis que Michael Collins reste en orbite lunaire. L'événement est suivi dans le monde entier. Il constitue l'un des grands moments du XXe siècle. Pour les États-Unis, c'est une victoire symbolique majeure. La Lune devient une scène géopolitique. Le drapeau planté sur le sol lunaire n'est pas seulement un geste technique ou commémoratif. Il signifie que la conquête spatiale est aussi une conquête de prestige. Mais il faut faire attention à ne pas réduire la course à l'espace à une série d'exploits. Derrière les images, il y a des enjeux très concrets. Les fusées spatiales reposent sur des technologies proches de celles des missiles balistiques. Les satellites permettent d'observer, de communiquer, de localiser, de surveiller. La conquête spatiale nourrit donc la puissance militaire autant que l'imaginaire scientifique. Dès les années 1960, l'espace devient aussi un objet de droit international. Le traité de l'espace de 1967 pose plusieurs principes fondamentaux. Il affirme que l'espace extra-atmosphérique est libre d'exploration et d'utilisation par tous les États. Il interdit l'appropriation nationale de l'espace par revendication de souveraineté. Il interdit aussi le placement en orbite d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive. Ce traité est essentiel car il montre que les États comprennent très tôt que l'espace ne peut pas être traité comme un simple territoire à annexer. Mais ce droit a des limites. Il n'interdit pas tous les usages militaires de l'espace. Il n'empêche pas les satellites de renseignement. Il n'empêche pas les rivalités technologiques. Il n'empêche pas non plus toutes les formes de compétition pour l'accès aux orbites, aux fréquences ou aux ressources futures. Le traité pose des principes, mais il ne règle pas tous les problèmes qui apparaîtront ensuite. À partir des années 1970, la conquête spatiale ne disparaît pas, mais elle change de rythme. Le duel spectaculaire de la Lune laisse place à d'autres priorités: satellites, stations orbitales, navettes, sondes, coopération scientifique. En 1975, la mission Apollo-Soyouz marque un tournant symbolique. Un vaisseau américain Apollo et un vaisseau soviétique Soyouz s'amarrent en orbite. Des astronautes et des cosmonautes se rencontrent dans l'espace.
En pleine détente, cette mission montre que l'espace peut aussi devenir un lieu de coopération entre rivaux. Ce passage de la rivalité à la coopération ne signifie pas que la compétition disparaît. Il signifie que l'espace devient plus ambivalent. Les mêmes acteurs peuvent se surveiller et coopérer. Ils peuvent partager des objectifs scientifiques tout en poursuivant des intérêts stratégiques. C'est une idée très importante pour le bac. En géopolitique, rivalité et coopération ne s'excluent pas toujours. Elles peuvent coexister. La Station spatiale internationale illustre parfaitement cette ambivalence. Sa construction commence à la fin des années 1990 et repose sur une coopération entre plusieurs partenaires, notamment les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada. L'ISS est un laboratoire scientifique, un symbole de coopération technique, un lieu de présence humaine continue en orbite basse. Elle montre que l'espace peut être géré comme un projet commun, avec des compétences partagées, des modules construits par différents acteurs, des équipages internationaux. Mais l'ISS n'est pas un monde hors de la géopolitique. Les relations entre partenaires dépendent du contexte international. Les tensions terrestres peuvent peser sur la coopération spatiale. L'espace n'est donc pas un espace pur, séparé des rapports de force. Il les prolonge autrement. Pendant ce temps, les usages de l'espace deviennent de plus en plus quotidiens. C'est un point fondamental. La conquête spatiale n'est plus seulement l'affaire des astronautes, elle concerne la météo, les télécommunications, la télévision, Internet, la navigation, les transactions financières, l'agriculture, la surveillance environnementale, le renseignement militaire. Les satellites deviennent des infrastructures essentielles. Ils sont invisibles pour la plupart des citoyens, mais ils structurent une partie du fonctionnement du monde. C'est là que l'on comprend que l'espace est un instrument de puissance. Une puissance spatiale n'est pas seulement capable d'envoyer un humain en orbite, elle est capable de lancer des satellites, de contrôler des données, de sécuriser ses communications, de guider ses forces armées, d'observer la Terre, de prévoir des phénomènes naturels, d'offrir des services à d'autres acteurs. L'espace donne une capacité de voir, de prévoir, de connecter et d'agir. Après la guerre froide, le nombre d'acteurs augmente. Les États-Unis restent dominants dans de nombreux domaines. La Russie conserve un héritage spatial important issu de l'URSS. L'Europe construit une présence spatiale à travers l'Agence spatiale européenne et des programmes comme Ariane, Galileo ou Copernicus. La Chine s'affirme progressivement comme une grande puissance spatiale, avec des vols habités, une station spatiale, des missions lunaires et martiennes. L'Inde progresse également, notamment dans les missions lunaires et les lancements. D'autres États développent des capacités plus ciblées, parfois pour le prestige, parfois pour l'économie, parfois pour la souveraineté. Cette multiplication des acteurs transforme la compétition. Pendant la guerre froide, la course à l'espace oppose surtout deux superpuissances. Aujourd'hui, l'espace est un système beaucoup plus dense. Les États continuent à jouer un rôle central, mais ils ne sont plus seuls. C'est ici qu'apparaît le New Space. L'expression désigne la montée en puissance d'acteurs privés, de nouveaux modèles économiques, de start-up, de constellations de satellites, de services commerciaux, et d'une volonté de réduire les coûts. Dans cette logique, l'espace n'est plus seulement un domaine régalien, financé et contrôlé par les États, il devient aussi un marché. Des entreprises privées développent des lanceurs, mettent en orbite des satellites, vendent des services de télécommunication, d'imagerie, d'analyse de données, de transport spatial. SpaceX est l'exemple le plus connu, mais il n'est pas le seul. Blue Origin, Rocket Lab, OneWeb, Planet et d'autres acteurs participent à cette transformation. Certaines entreprises lancent dans des constellations de satellites pour fournir des services de connexion ou d'observation à grande échelle. Il faut cependant éviter un contresens. Le New Space ne signifie pas que les États disparaissent. Au contraire, les États restent essentiels. Ils attribuent des autorisations, financent pour des programmes, achètent des services, définissent des règles, utilisent les capacités privées pour des objectifs publics ou militaires. La NASA, par exemple, travaille avec des entreprises privées pour le transport de fret ou d'équipage vers l'orbite basse. Dans ce modèle, l'État n'est plus toujours le constructeur direct. Il devient parfois client, partenaire, régulateur, stratège. Le New Space modifie donc les formes de la puissance. Une entreprise privée peut fournir un service devenu indispensable à des États, à des armées, à des entreprises ou à des populations. Mais cette entreprise agit dans un cadre juridique national et dépend souvent de commandes publiques. La frontière entre public et privé devient plus complexe. Pour le bac, cette idée est précieuse. L'espace contemporain n'est pas un espace où les États auraient été remplacés par les entreprises. C'est un espace où les États et les entreprises s'articulent de manière nouvelle. Cette transformation pose de nouveaux problèmes. D'abord, l'orbite terrestre devient de plus en plus encombrée. Les satellites actifs, les anciens satellites, les étages de fusées et les fragments de débris se multiplient.
Les risques de collision augmentent. Une collision peut produire des milliers de nouveaux débris qui peuvent à leur tour menacer d'autres objets. L'orbite est donc une ressource finie, même si elle donne l'impression d'un espace immense. Ensuite, la multiplication des constellations pose des questions de régulation. Qui décide de l'utilisation des orbites? Comment coordonner les trajectoires? Comment éviter les interférences? Comment protéger les observations astronomiques? Comment garantir que l'espace reste utilisable à long terme? Ces questions montrent que la conquête spatiale n'est pas seulement une aventure d'expansion. Elle devient aussi un problème de durabilité. Il y a aussi un enjeu militaire croissant. Les satellites sont devenus essentiels aux armées. Ils permettent le renseignement, la communication, la navigation, le guidage des armes, l'alerte avancée. Cela les rend précieux mais aussi vulnérables. Un adversaire peut chercher à brouiller un signal, à aveugler un capteur, à mener une cyberattaque contre une infrastructure spatiale, voire à détruire un satellite. Les capacités antisatellites inquiètent parce qu'elles peuvent créer des débris et fragiliser l'ensemble de l'environnement orbital. On parle parfois de militarisation et d'arsenalisation de l'espace. La militarisation, c'est l'utilisation de l'espace à des fins militaires, par exemple pour observer, communiquer ou guider. Elle est déjà ancienne. L'arsenalisation, c'est le fait de placer ou d'utiliser des armes dans l'espace ou de développer des moyens offensifs contre des objets spatiaux. Elle est plus dangereuse car elle peut transformer l'espace en champ de bataille direct. Cependant, il faut rester précis. L'espace n'est pas devenu une zone de guerre permanente. Il est un domaine stratégique où les États cherchent à protéger leurs capacités, à dissuader leurs adversaires et à développer des moyens d'action. La conflictualité spatiale peut être discrète. Brouillage, cyberattaque, manœuvre d'approche, démonstration technologique, surveillance. Elle n'a pas besoin d'exploser pour être réelle. Face à ces risques, la coopération reste indispensable. Les objets en orbite doivent être suivis, les données de surveillance doivent être partagées, les lancements doivent être enregistrés. Les règles de comportement responsable doivent être discutées. Les scientifiques coopèrent pour comprendre le climat, les océans, les catastrophes naturelles, l'évolution des glaces, la déforestation. Les satellites d'observation de la Terre sont devenus des outils essentiels pour comprendre les grands enjeux environnementaux. La conquête spatiale contemporaine est donc traversée par une tension permanente. D'un côté, elle est un instrument de puissance. Elle permet de s'affirmer, de surveiller, de communiquer, de dissuader, d'innover, de vendre des services. De l'autre, elle impose une gouvernance commune, parce que les risques ne s'arrêtent pas aux frontières. Un débris ne respecte pas la nationalité d'un satellite. Une orbite saturée menace tous ceux qui l'utilisent. Une interruption majeure de services spatiaux peut affecter des sociétés entières. Pour le bac, il faut être capable de raconter cette évolution sans tomber dans la simple chronologie. La question n'est pas seulement que s'est-il passé en 1957, 1961, 1969, 1975 ou 1998. La question est que montrent ces dates sur la puissance. Spoutnik montre l'entrée de l'espace dans la guerre froide. Gagarine montre le prestige attaché au vol habité. Apollo 11 montre la capacité américaine à transformer un exploit scientifique en victoire symbolique. Le traité de l'espace montre la volonté de poser des règles. Apollo-Soyouz et l'ISS montrent que la coopération peut exister même dans un espace stratégique. Le New Space montre que les acteurs privés transforment les conditions économiques et politiques de l'accès à l'espace. Tu peux retenir une progression en 3 temps. Premier temps, pendant la guerre froide, l'espace est surtout un théâtre de rivalité entre superpuissances. Deuxième temps, à partir des années 1970 et surtout après la guerre froide, l'espace devient aussi un espace de coopération scientifique et technique. Troisième temps, depuis les années 2000, l'espace se complexifie avec l'arrivée de nouveaux États, d'entreprises privées, de constellations de satellites, de risques environnementaux et de tensions militaires renouvelées. Cette progression peut servir dans de nombreux sujets. Si l'on te demande si la conquête spatiale est un instrument de puissance, tu peux montrer qu'elle l'est par le prestige, la technologie, l'armée, les données et l'économie. Si l'on te demande si l'espace est un espace de coopération, tu peux répondre oui, mais en montrant que cette coopération se construit dans un contexte de compétition. Si l'on te demande comment la puissance s'affirme dans l'espace, tu peux montrer qu'elle s'affirme d'abord par l'exploit, puis par les infrastructures, puis par la capacité à organiser ou dominer des réseaux de satellites et de services. Quelques notions doivent rester très claires. La puissance spatiale, c'est la capacité à accéder à l'espace, à y placer des objets, à les contrôler, à exploiter les données qu'ils produisent et à protéger ces capacités. L'orbite basse désigne les altitudes proches de la Terre,
où circulent de nombreux satellites d'observation et certaines stations. La géostationnaire est une orbite plus éloignée, très utile pour les télécommunications, car un satellite y paraît fixe par rapport à un point de la Terre. Le New Space désigne l'entrée d'acteurs privés et de modèles commerciaux dans un domaine longtemps dominé par les États. Les débris spatiaux désignent les objets non fonctionnels qui circulent en orbite et peuvent menacer les satellites actifs. On récapitule. La conquête spatiale naît comme une rivalité majeure de la guerre froide. Spoutnik en 1957, Gagarine en 1961 et Apollo 11 en 1969 montrent que l'espace est immédiatement un lieu de prestige et de compétition. Le droit international, avec le traité de l'espace de 1967, cherche à encadrer cette conquête, notamment en refusant l'appropriation nationale de l'espace et en interdisant les armes de destruction massive en orbite. À partir des années 1970, la coopération se développe avec Apollo-Soyouz, puis la Station spatiale internationale. Depuis les années 2000, l'espace entre dans une nouvelle phase, marquée par la multiplication des acteurs, le rôle des entreprises privées, les constellations de satellites, les enjeux militaires et les risques liés aux débris. Le point essentiel est le suivant. L'espace est à la fois un rêve, une infrastructure, un marché, un outil militaire et un objet de droit. C'est ce mélange qui en fait un espace de conquête au sens HGGSP du terme. Pour aujourd'hui, retiens cette phrase. La conquête spatiale ne raconte pas seulement l'histoire de l'humanité qui quitte la Terre, elle raconte l'histoire des puissances qui cherchent à s'y affirmer autrement. Dans le prochain épisode, nous quitterons l'orbite pour revenir vers les mers et les océans. Nous verrons pourquoi les espaces maritimes sont devenus des lieux essentiels de commerce, de ressources, de puissance navale, de rivalité et de coopération. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.